Allô. Et ben voilà, nous sommes à l'antenne. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints dans cet espace, cette salle de conférence Barjavel. Nous allons aborder aujourd'hui une technologie qui est une technologie emblématique de l'industrie du futur. Je me rappelle des premiers jours avec le salon Smart Industry, qui a été l'un des embryons de ce salon plus grand aujourd'hui, qui s'appelle Global. C'était déjà une technologie qui était une technologie importante, une technologie fondamentale dans l'évolution, dans la digitalisation des processus de fabrication et surtout une technologie qui apportait beaucoup d'agilité. Donc, la robotique collaborative, comment optimiser ses choix? Chaque jour, de nouveaux robots collaboratifs apparaissent sur le marché, offrant de nombreuses fonctionnalités avec des avantages mais aussi des inconvénients. La méconnaissance du réel, apport et des contraintes liées à cet axe complémentaire de la robotique a amené certains à effectuer des choix de solutions qui se sont avérés plus ou moins éloignés des objectifs initiaux. Nous allons essayer d'aborder toutes ces questions qui sont des questions complexes. On touche là directement au processus de production, essentiellement dans le manufacturing. J'ai avec moi 4 experts. Gabriel Audry de Renault, Sinan Alio de Sorbonne Université, Alexandre Bailleul du CETIM et en distanciel, nous avons Renaud Champion qui est de la société Primnext. Bonjour Renaud, merci de nous avoir rejoints. Vous connaissez le principe, on pose des questions et puis on essaye chacun d'apporter des réponses et puis de compléter les idées qui ont été avancées, d'apporter des exemples. Nous serons concrets, nous serons pragmatiques, je vous le promets. Tout d'abord, déjà, un tour de table. Chacun va pouvoir se présenter. Commençons par ceux qui sont avec moi et puis on passera tout de suite après la parole à Renaud qui nous expliquera l'entreprise à laquelle il appartient et ce que sont ses finalités. Gabriel Audry, oui c'est ça, je ne me suis pas trompé. Vous êtes de Renault, Nissan, Mitsubishi. Bonjour. Présentez-vous et puis situez-nous un petit peu ce qu'est votre, votre expertise dans le domaine de la robotique collaborative. Donc, bonjour à tous. Donc, je travaille chez Renault dans la filière expertise. Plus précisément, alors, mon domaine d'expertise, pour faire simple, un process automobile, il y a l'emboutissage, l'assemblage de la caisse, on peint la caisse et après on assemble les pièces sur les véhicules avant de les livrer au client. Donc, c'est le montage, c'est mon domaine d'expertise et dans ce domaine, je suis responsable de tout ce qui est nouvelles technologies, automatisation, contrôle automatisé par vision. Voilà. On peut imaginer que chez Renault, il y a déjà un parc de robots collaboratifs qui doit être en service et vous aurez sans doute la capacité de nous faire des retours d'expérience et de nous apporter du vécu. Sinan Alio, c'est à vous, présentez-vous. Donc bonjour, Sinan Alio, je dirige une équipe qui s'appelle Interaction Multi-Échelle à l'Institut de Systèmes Intelligents et de Robotique, donc Sorbonne Université et CNRS. Donc il s'agit d'un institut qui regroupe à peu près 200-250 chercheurs, le plus grand organisme d'institution de recherche en robotique en Île-de-France. Effectivement, historiquement, qui est une évolution de laboratoire de robotique de Paris, qui était le premier laboratoire académique en robotique en France, effectivement. Et nous avons un peu, dans les 20 dernières années, un peu accompagné le passage du robotique industriel des années 80, qui a dû être enfermé dans une boîte qui n'avait plus accès à l'opérateur. Et du coup, effectivement, d'un point de vue recherche académique, nous avons accompagné à comment on a pu sortir ce robot de sa boîte et le remettre en contact de l'opérateur. Et actuellement, effectivement, nous travaillons beaucoup, pas sur la machine lui-même, mais sur l'interface avec l'utilisateur et comment concevoir des cas d'usage et des cas d'interaction où l'opérateur peut être le plus efficace. Alors, bien évidemment, c'est une plateforme fondamentale, on va y revenir, on va creuser les questions autour de ça. Alexandre Bailleul, c'est à vous. Livrez-vous à cet exercice un peu formel. C'est ça. Bonjour à tous, donc Alexandre Bailleul du CETIM, Centre technique des industries mécaniques. Moi, j'ai plutôt une fonction de conseil dans les projets d'automatisation et robotisation, plutôt pour les PME. Et j'ai une autre casquette où je fais des preuves de concept et je travaille pas mal avec des robots collaboratifs pour tester un peu leurs limites et voir en amont d'un projet si c'est réellement faisable ou pas.
Merci. Enfin, je passe la parole à Renaud. Renaud, vous êtes toujours avec nous? Voilà, vous m'entendez? Renaud Champion. Ouais, je Renaud, suis vous là, êtes vous toujours m'entendez? avec nous. Alors, présentez-nous PrimNext, l'attrait que vous avez pour la robotique collaborative. Et puis, très vite après, nous nous lançons dans le débat et chacun pourra intervenir. À vous, Très bien, Renaud. donc moi je suis en fait investisseur, bonjour, investisseur depuis 25 ans dans les domaines de la robotique et de l'IA, dans différentes applications, domaines applicatifs, que ce soit l'agriculture, l'industrie, la logistique, la santé, la défense et la sécurité. Je suis particulièrement intéressé par tout ce qui est robotique collaborative, comment le robot interagit avec l'opérateur, pourquoi faire, à quelle fin. Et dans ce cadre-là, je suis aussi conseiller auprès de la Commission européenne pour le développement, notamment dans le cadre des partenariats publics-privés, pour le développement de l'IA et de la robotique en Europe. Déjà dans Horizon 2020, c'était le précédent programme, et maintenant dans Horizon Europe. Donc les enjeux de la robotique collaborative et de la collaboration humain-machine est bien évidemment au centre des enjeux technologiques, éthiques et sociétaux de la Commission européenne aussi. Alors surtout, restez avec nous parce que votre expérience va nous être extrêmement précieuse. Gabriel Audry, on parle aujourd'hui de nouveaux robots collaboratifs et de nouvelles fonctionnalités. C'est vrai, il y a encore des points fonctionnels à gagner, des process à prendre en charge dans la robotique collaborative. Les produits évoluent-ils toujours au même rythme que ce qu'on a connu il y a déjà quelques années? Alors je pense qu'il gagne en maturité parce qu'on a plutôt, alors je vais être clair, été déçu par les premières utilisations de robots collaboratifs qu'on a faites. On les a utilisés pour des raisons qui n'étaient pas collaboratives. On a très peu dans l'industrie d'applications réellement collaboratives. On les a utilisés essentiellement au début parce que c'était facile à programmer, facile à implanter, et pas parce que c'était collaboratif. Après, on a appris à les utiliser. On s'est rendu compte qu'il était difficile de trouver des situations rentables pour un robot collaboratif parce qu'en fait, il fait un échange entre la sécurité et la performance. Il va extrêmement lentement. Et c'est un compromis qui, aujourd'hui, n'est pas au bon niveau pour atteindre un seuil de rentabilité. Par contre, on a été entendu parce que là, je suis passé sur les stands là, récemment et j'ai vu que certains, je ne vais pas les nommer, certains constructeurs ont compris qu'il fallait atteindre de la performance en vitesse. Donc là, j'ai pu voir un robot qui peut travailler en coactivité à 4 fois plus vite que la vitesse précédente. Donc oui, c'est en train de gagner en maturité et on est entendu sur le sujet, quoi. Alexandre Bayeul, Oui, sur cet aspect, nouvelles fonctionnalités, évolution des robots collaboratifs, qu'est-ce qu'on peut dire? je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Ça a été surtout implémenté parce que c'était simple, mais c'était pas cher comparé à des robots dits classiques. Maintenant, le premier robot collaboratif, c'est 2008. Et maintenant, il y a des interacteurs historiques qui se mettent un peu dans la course parce qu'ils ont vu qu'il y avait un vrai intérêt. Mais c'est vrai que généralement, il y a une méconnaissance. On dit, voilà, c'est pas cher, ça prend pas de place. Sauf qu'il y a beaucoup de choses à côté. Non, en fait, l'application, elle n'est pas collaborative parce qu'il y a un outil tournant, parce qu'il y a un outil coupant. On est obligé de remettre des sécurités et finalement, on perd l'intérêt principal de la collaboration. Mais oui, il y a des nouveaux robots qui apparaissent tous les jours avec ces nouvelles fonctions pour, entre guillemets, les rendre plus performants, toujours avec un bon niveau de sécurité. Donc ça n'est pas si simple que ce qu'on pourrait imaginer. Ça n'est pas qu'une question de vitesse relative ou d'enrobage des parties du robot. Renaud Champion, votre expérience à vous, parce qu'en plus vous avez une vision européenne, donc vous êtes en mesure de nous apporter aussi un éclairage sur à la fois ce qui se passe ici, mais sur les applications peut-être qui peuvent avoir lieu de manière un peu plus large. Vous êtes avec nous toujours, Renaud? Oui, je suis là. Déjà, juste un chiffre. Si vous prenez des études, notamment celles faites par ABI Research, la robotique collaborative au sens du Cobo, en 2021, c'est à peu près un marché de 600 millions de dollars. Ils attendent en 2030 avoir un marché de 8 milliards de dollars. Donc l'application Cobo est attendue en forte progression, forte explosion même, dans différents domaines d'activité. On ne parle pas que de l'industrie manufacturière, mais on parle du Cobo, bien évidemment, en général. Ça va de l'exosquelette au bras Universal Robot dans les processus de production manufacturiers, ou aussi aux machines type AGVs
ou forklift, les transpalettes automatiques dans la logistique. Donc il y a évidemment un vrai développement du cobo. Après, l'enjeu, il est effectivement de savoir à quoi il s'applique. Quel Oui. cobo on veut pour quelle application. Oui, parce que si je vous comprends bien, le Kobo, c'est pas uniquement un bras collaboratif, c'est aussi plusieurs types d'équipements. Ça peut être des AGV, ça peut être d'autres objets, je me trompe? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et il faut vraiment définir en fonction du besoin de l'industriel, de son domaine d'application, quel type de machine il a besoin, de quel type de flexibilité, de robustesse, de sécurité, de vitesse. Donc, quels sont les enjeux de son processus de production. Et ça, en effet, le CETIM accompagne très bien les PME dans ce domaine. Il faut continuer à faire ça pour que justement les chefs d'entreprise de PME, en fonction de leur domaine d'activité et de leurs besoins, soient le mieux conseillés possible pour définir la technologie la plus appropriée au meilleur, bien évidemment. Sinan Elio, Gabriel Audry nous parlait de l'expérience que Renault avait eue dans les démarrages de la robotique collaborative. C'est un cas typiquement industriel, on est dans de la fabrication automobile, on est quelque part vraiment dans l'industrie de manufacturière, l'industrie d'assemblage, on n'est pas du tout dans des choses inconnues, quoi. Et on a des processus de fabrication qui sont connus par contre eux depuis des décennies et qui ont fait leurs preuves. Alors cette nouvelle technologie, le robot collaboratif, est-ce qu'il ne faut pas lui trouver d'autres types de débouchés, par exemple dans des industries où les processus sont peut-être moins formatés? Je pense par exemple à l'assemblage dans le domaine de l'avionique ou des choses comme ça, où on a des produits beaucoup plus quasiment uniques. Alors, effectivement, notre focus actuellement dans un laboratoire de recherche, à vrai dire, nous délaissons un peu les cas industriels parce qu'ils sont actuellement traités dans des startups, dans des boîtes jeunes qui proposent ça comme service à des grandes entreprises. Notre focus actuellement dans l'académie, c'est plutôt autour de ces cas plutôt uniques. Et assemblage en très petite série ou assemblage du produit unique. Donc deux cas qui sortent beaucoup. La microassemblage, dans lequel je suis un peu spécialisé. Donc effectivement, par exemple des capteurs des dimensions submillimétriques où l'accès direct est très difficile. Donc l'utilisateur agit à travers un robot qui augmente sa qualité de précision, ses capacités de voir. Donc c'est un cas de robotique collaborative un peu exotique, mais effectivement qui a beaucoup de place, beaucoup d'expansions qui sont prévues. Et l'autre cas, effectivement, assez classique, c'est le médical. Donc on s'attend à énormément de progrès dans la pénétration de la robotique et collaborative dans la salle d'opération, parce qu'effectivement, il y a un vrai apport. Et cette fois-ci, par contre, on n'est pas du tout dans des processus préétablis, où il faut être dans des cas très, très en synergie avec l'utilisateur, qui va nous ramener, peut-être c'est pas le moment d'en parler tout de suite maintenant, mais qui va nous ramener à la compréhension de l'opérateur. Donc beaucoup de travaux en académie actuellement pour interpréter et prédire ce que l'opérateur peut faire pour que le robot puisse s'adapter. Donc le cas effectivement se présente dans l'industrie, j'imagine, pour répondre à des besoins un peu plus larges. Oui, alors Gabriel Audry, vous nous parliez de votre expérience dans les chaînes d'assemblage, où vous avez parfois un petit peu revu la manière d'utiliser le robot collaboratif, mais est-ce qu'en même temps, cet outil-là, vous n'avez pas été tenté de l'utiliser dans d'autres applications que celles que vous aviez imaginées au départ, peut-être dans des endroits qui étaient peut-être plus spécifiques, plus pointus, où la répétabilité était moins évidente? En fait, on l'utilise essentiellement pour trois raisons. On n'a pas trouvé de gain en productivité, mais il peut apporter un gain en ergonomie, parce qu'il peut être ce qu'on appelle la troisième main, ou effectivement gérer un problème d'accessibilité où le robot il va être utilisé pour compléter l'action de l'opérateur et faire la partie non ergonomique de la tâche. Il peut être utilisé en qualité, parce qu'il apporte effectivement la répétabilité, la dépose d'un cordon qui doit être répétable en dimension. C'est essentiellement un outil complémentaire, mais pas un outil à aujourd'hui de productivité du fait de son coût et de sa difficulté d'implantation. Alors pour se faire quand même une petite idée, est-ce que vous pourriez nous donner un chiffre, même très approximatif, du nombre de cobots qui seraient aujourd'hui en service, par exemple,
C'est chez dur à Renault. dire, mais c'est pas si grand que ça. Et ils sont concentrés essentiellement dans un domaine qui n'est pas celui du montage où je suis. Il y en a beaucoup en mécanique, dans les assemblages moteurs, parce que déjà le processus est plus géométrique, donc le robot n'a pas besoin de vision pour travailler, donc le coût baisse. Et puis parce qu'il y a eu un centre d'expertise qui s'est mis en place et les gens se sont mis à maîtriser la programmation de certains robots, et c'est devenu une solution évidente parce que maîtrisée. Et ça, c'est des fabrications des processus de fabrication que vous utilisez un petit peu partout dans le monde, ou pour l'instant vous êtes resté plus sur une exploitation locale? Il n'y a pas eu de généralisation mondiale d'utilisation du cobot. Non. Donc vous êtes encore presque dans une sorte de cluster expérimental, peut-être dans les usines françaises ou en Europe? Expérimental, je ne pense pas. On a appris à comprendre comment l'outil fonctionnait, ses limites. On a deux choses, c'est que maintenant on l'utilise dans les limites qu'il a, et on a exprimé ce qu'on aimerait bien avoir vis-à-vis des acteurs du marché. Une vitesse plus grande, un coût plus faible, soyons clairs. Et surtout, et un autre domaine où les académiciens pourraient travailler, c'est une simplicité de programmation. C'est-à-dire qu'il nous faut... Il ne faut pas que le coût du robot, dans le coût du robot, il n'y a pas que le coût du matériel, il y a le coût de la mise en exploitation, bien sûr. La mise en exploitation, et puis aussi de l'entretien, et ainsi de suite. Et il faut que ça soit simple. Il faut que l'interface homme-machine sur le robot se simplifie énormément et ne demande pas une compétence spécifique qu'on aurait du mal à maintenir. Alexandre Bailleul, au Centre d'études techniques des industries mécaniques, vous avez une vision un peu globale, justement, puisque on parle des industries mécaniques en général. Quels sont les débouchés dans lesquels le robot collaboratif est aujourd'hui rentré, même si c'est encore très parcellaire? Est-ce qu'on voit quand même commencer à se dessiner des secteurs où manifestement il y a une justification, une raison d'être de ce nouvel outil? Alors déjà, je vais réagir à ce qu'a dit Gabriel parce que c'est vrai et c'est un point clé. Disputez pas, hein? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est que en fait, on a tendance à oublier qu'il y a tout cet aspect programmation et ramp-up pour l'amener en production maximale de la solution robotisée. Donc ça amène de la programmation. C'est des compétences qu'on n'a pas forcément en PME, d'où l'avantage de la robotique collaborative où c'était plus simple à prendre en main. Maintenant, si on prend plus de temps à programmer qu'à effectivement produire, là, il n'y a pas de rentabilité du tout. Et c'est là où je rejoins aussi l'IHM. J'ai fait des travaux sur l'acceptation et l'acceptabilité des moyens robotisés. Et ça passe par là. Ça passe par la simplicité d'utilisation, l'agréabilité à l'utilisation. Et aujourd'hui, c'est encore manquant. Renaud Champion, sur cette question des secteurs, des domaines d'application où le robot collaboratif est aujourd'hui déjà, sinon rentable, du moins justifié? Alors, dans le domaine, vous m'entendez? Ouais. On vous entend. Dans le domaine manufacturier, il est en train de se mettre en place. Ça fait déjà quelques années qu'il progresse et que les robots sortent des cages. On le voit bien dans le domaine automobile. Ça vient d'être expliqué par monsieur Audry, excusez-moi. Maintenant, la transférabilité de cette plateforme, c'est ce qui a été dit aussi au niveau des enjeux d'intégration et d'ergonomie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transférer un Universal Robot, un FANUC ou un ABB aussi simplement que ça de l'industrie automobile jusqu'à la salle d'opération. Il faut l'adapter dans son usage, dans son ergonomie, comment il intègre le processus de fabrication, de production ou d'opération, comment on le programme ou autre. Donc, le frein qu'il y a aujourd'hui beaucoup, c'est un frein d'intégration. Le système, le Cobo a fait ses preuves et finit de faire ses preuves dans l'industrie automobile. L'enjeu de l'intégration est réel et de l'interface. Juste une précision, je voulais demander, on voit souvent dans les allées des salons, pas uniquement à Global Industries, mais un petit peu partout en France et en Europe, par exemple pour ceux qui vont à la Hannover Messe ou dans d'autres salons en France et ailleurs, ou en Italie, on voit souvent des applications avec les robots collaboratifs, des applications de palettisation, dépalettisation. C'est quelque chose qui se rencontre beaucoup, fréquemment. Ça a une justification, c'est rentable ce type d'application? Renaud? Alors, sur le sujet de la dépalettisation, ça je ne pourrais pas précisément vous dire, vous me posez une colle. Il y a des choses qui sont rentables, bien évidemment, aujourd'hui.
les systèmes comme, encore une fois, Universal Robots, j'en parle parce que ça représente 50% du marché du cobo, hein, malgré tout. Ils ont réussi à résoudre des problèmes de sécurité. Maintenant, ils attaquent la programmation automatisée, programmation intuitive, où l'opérateur a juste à guider le robot pour le faire changer de tâche. Est-ce Donc, il y a que des c'est pas une de leurs applications. grandes forces, ça, justement? Leur interface. Ça- Enfin, ils mettent beaucoup ça en avant, hein, l'interface tactile. C'est un réel avantage qu'ils ont. Ils ont réellement trouvé quelque chose de ce côté-là? Je pense que ce n'est pas les seuls déjà, hein. Il y avait Rethink Robotics en son temps qui avait commencé à le faire. D'autres opérateurs le font. Eux, ils ont réussi à le faire de manière automatisée et industrialisée. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas la killer application, hein. C'est-à-dire que ça dépend ou comment vous utilisez votre cobo. Si le cobo veut faire toujours la même tâche mais doit collaborer avec un humain, les enjeux de sécurité, d'intégration de l'humain dans la chaîne, d'acceptabilité, comme on vient de le dire, du robot par l'opérateur sont des enjeux qui vont l'emporter sur la programmation à la volée. Donc c'est vraiment la question de à quoi va servir votre cobo, dans quel domaine et comment l'adapter, comment l'intégrer au mieux à votre chaîne de préparation, votre chaîne de montage, pour qu'il remplisse une tâche et pour qu'il atteigne un niveau de profitabilité, bien évidemment. Alors, Renaud met le doigt sur quelque chose qui est fondamental, et je le remercie pour ça, l'acceptabilité. Alors, Sinan Alio, sur ces questions-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut rendre la machine plus anthropophile? J'espère que la réponse est positive. Et nous traitons le problème déjà dans un premier temps pour trouver une méthodologie pour prédire cette acceptabilité. Donc actuellement, c'est comme beaucoup de processus de conception, c'est très difficile de savoir comment l'opérateur au final va accueillir la machine. Donc une des questions dans le labo qu'on se pose, c'est comment on peut prévoir cette acceptabilité, quels sont les points saillants qu'il faut mettre en avant dans l'interface pour que ce processus se passe bien. Donc effectivement, après, on essaye aussi d'utiliser les technologies qui sont grand public, donc écran tactile, réalité virtuelle, pour effectivement favoriser cette acceptabilité. Mais voilà, j'espère qu'on va y arriver. Le jumeau numérique, par exemple, c'est une technologie qui est parfois mobilisée pour essayer de se projeter ou... Effectivement, c'est un de nos chevaux de bataille. Le jumeau numérique, personnellement, ça fait 10-15 ans que je m'étais penché sur les questions pour la micromanipulation surtout. Effectivement, donc les technologies virtuelles où il y a le côté ludique qui est vachement mis en avant dans la tête des gens, je pense que ça va vraiment contribuer à l'utilisation, à la généralisation des applications en cobotique. On arrive à faire des simulations qui sont vraiment convaincantes, c'est-à-dire que quand on met un utilisateur face à une simulation, il arrive à se projeter dedans. Je pense toujours au simulateur des pilotes où les types transpirent hein, quand ils posent l'appareil, ils sont dans un simulateur, donc là ils vivent réellement l'événement. Est-ce qu'on arrive à faire des choses aussi puissantes aujourd'hui? Alors, on a fait énormément de progrès, donc j'ai vu progresser cet aspect de simulation immersive dans les 10 dernières années. Et pour vous donner un exemple, par exemple au laboratoire, on est en train de développer une arène de réalité virtuelle où les images virtuelles deviennent tangibles. Donc on utilise effectivement un cobot qui accompagne l'utilisateur, et quand l'utilisateur il doit manipuler un objet virtuel, une boîte de vitesse, ou il doit apprendre l'assemblage par exemple, effectivement lui il voit un objet virtuel, mais un cobot derrière il ramène une maquette qu'il met en contact avec l'utilisateur. Donc comme ça on essaye d'augmenter l'immersivité et la côté convaincant de la simulation. Et vu les progrès qui ont été faits en 10 dernières années, je pense qu'on est sur la bonne chemin. Alexandre Bailleul. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Je me suis pas mal penché sur le sujet pour améliorer l'acceptabilité au sein des PME. Alors déjà, sur la partie, on va dire, diagnostic de l'acceptation, c'est vrai que les mesures physiologiques pour déceler le stress chez une personne, c'est très difficile parce qu'on va s'attaquer un peu au domaine de la psychologie. Et nous, en tant que techniciens dans la robotique, on n'est pas du tout formés dessus. Alors ça va être monitorer les muscles faciaux pour savoir s'il y a un froncement de sourcil. Il faut le croiser avec le nombre de battements du cœur par minute. C'est assez complexe. Maintenant, pour augmenter l'acceptabilité, il y a à mon sens déjà des moyens.
ne serait-ce que les profils de vitesse, avoir un profil un peu différent. Il y a des principes de l'animation qui peuvent être repris. On connaît les cartoons où en fait, que le personnage donne un coup, il va se pencher en arrière. Et ces principes d'animation, ça peut être mis assez simplement en œuvre et ça peut répondre déjà partiellement à cette question. Il y a aussi le design, il y a la sécurité perçue, il y a énormément d'aspects. Je pourrais vraiment parler très longtemps, je ne vais pas monopoliser la parole, mais en tout cas, c'est... Non, mais vous pouvez développer, au contraire, c'est intéressant. Ah bah, j'ai tout un travail dessus et en fait, il y a plusieurs grandes familles qui permettent d'améliorer l'acceptabilité, l'utilisabilité, la sécurité perçue, l'ergonomie et on va dire le regard d'autrui. Et c'est particulièrement vrai sur les exosquelettes, on en parlait, où c'est cet aspect risques psychosociaux qu'il faut plus prendre en compte que pour les robots collaboratifs. Mais voilà, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Il y a un côté beaucoup concepteur. C'est aux concepteurs de faire les efforts. Comme vous l'avez dit, il y a des travaux qui sont en cours. Mais l'utilisateur, il peut aussi, c'est dans le management, dans la conduction des équipes, qu'on va aller les questionner, dire de quoi est-ce que vous avez peur, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et cette communication, elle est très importante et je me bats pour ça dans les accompagnements où on doit questionner les opérateurs, c'est eux qui ont les réponses. Oui, parce que dans le cadre de l'exosquelette, la personne, elle n'est pas à côté du robot, elle le porte et quasiment elle l'enfile. C'est quasiment, on est projeté dans le film Transformer là. Ouais, c'est ça. Et ce qui est le plus dérangeant, c'est presque le regard des autres. On a l'impression d'être un assisté, d'avoir moins de compétences. On est quelqu'un de fragile, alors que c'est pas du tout le cas. Le but de l'exosquelette, c'est de réduire la pénibilité et les TMS. Sauf que c'est pas instantané. Tous ces risques, il faut les prendre en compte avant. Alors vous parliez d'accompagner les PME, alors ça tombe bien parce qu'on a on a le représentant d'une très très belle PME avec nous. Gabriel, vous vouliez réagir? Alors sur l'acceptabilité, c'est pas lié au robot collaboratif, hein. Je pense que ça date même des simples assistances qui datent de longtemps. On en a implanté nous énormément, qui n'étaient pas utilisés du tout par les opérateurs. Parce que, alors, je ne sais pas l'origine, peut-être que ça vient du fait ils se sentaient assistés et du coup, peut-être ils ne voulaient pas montrer qu'ils étaient faibles, ils pouvaient porter la pièce comme des grands. Mais ça, c'est vraiment un leitmotiv dans nos usines. On a mis plein d'assistances, c'est nous qui les avons dessinées, les gens ne les utilisent pas. On s'est rendu compte qu'on donne le budget à l'usine, ils le dessinent avec les opérateurs, ils le mettent en place avec les opérateurs et le système est utilisé. Donc je pense que dans tous les systèmes, il faut que l'utilisateur soit partie prenante de la conception, de la mise en œuvre pour qu'il soit accepté. Il faut qu'il se l'approprie. Voilà. Il y a aussi une nécessité de communication peut-être. De communication, d'explication pourquoi on le fait. Alors l'exosquelette, c'est un domaine où on a commencé à en mettre. Ça n'a pas été naturel parce que des fois, il gêne plus qu'il n'aide. C'est le ressenti de l'opérateur. Même si en théorie, il est là pour retirer des troubles musculo-squelettiques, ça ne s'explique pas comme ça. C'est pas simple à dire à personne, voilà, tu vas mettre quelque chose d'inconfortable, mais c'est pour ton bien. Et puis c'est contraignant. À la pause, il faut le retirer. Est-ce qu'on le retire à la pause? Les réglages, est-ce qu'ils sont personnels? Est-ce que chacun a ses exosquelettes? Est-ce qu'on peut demander à chaque personne de perdre 5 minutes en début d'équipe ou en fin d'équipe à le régler? Enfin, c'est pas si simple. Mais tant qu'on fait participer, moi je pense que la clé, c'est de faire participer l'acteur au choix des technologies, au choix des assistances. Et les exosquelettes, les réussites qu'on a eues, c'est d'avoir fait essayer plein d'exosquelettes différents des opérateurs et c'est eux qui ont choisi celui qui leur rendait vraiment service. Sinan Alio sur Oui, c'est exactement ce que je voulais ajouter. Il est essentiel d'associer l'utilisateur final dans le processus dès le départ. Sinon, effectivement, le produit n'est pas adopté. Même avec toute la bonne volonté du monde, il faut vraiment associer les utilisateurs finaux dans ce processus. Je voulais juste ajouter que, encore je vais faire un peu de pub pour l'académie, on a un avantage en académie par rapport au bureau d'études industrielles, c'est la transdisciplinarité. Nous, dans l'équipe, on s'est associé avec des spécialistes des sciences cognitives, des physionomes, des physiologistes, on utilise des mesures EEG, des myologiques, etc., pour pouvoir effectivement un peu débroussailler ces questions qui sont effectivement des psychologues, bien sûr, pour remonter un peu effectivement à des bases et justement à te remonter à des indicateurs un peu plus faciles à traiter après sur le terrain.
Renaud Champion, là, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, est-ce que l'avenir du robot collaboratif, c'est pas un mix technologique avec, on le voit déjà, un outil qui est un outil physique, plus sa partie de programmation qu'on a déjà évoquée, qui va vers des points de simplification, de facilité, d'accessibilité. Mais on a évoqué aussi le jumeau numérique, vous avez parlé de plateformes de simulation, quasiment d'immersion. Plein de choses viennent d'être évoquées. Est-ce que c'est pas ça qui manque actuellement, une réelle synergie de technologies complémentaires pour faire de cet outil réellement l'outil de l'industrie 4.0? Renaud? Alors, oui. Ouais. Alors, comme ça vient d'être dit de manière très claire, et je remercie les trois intervenants, l'approche, elle n'est pas que technologique, elle est multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, spécialement dans les cobots et dans les robots qui collaborent avec un opérateur humain, la question de qui fait quoi, comment se positionne la machine par rapport à l'humain et inversement est primordiale. Il y a des enjeux technologiques, mais il y a des enjeux qui déroulent des sciences humaines, qui déroulent des sciences sociales, à savoir s'assurer que l'opérateur va vouloir utiliser le robot, il ne va pas se sentir en danger, il ne va pas se sentir dévalorisé ou autre. Donc l'approche, elle n'est pas uniquement technologique. Aujourd'hui, il y a tout un enjeu autour de l'IA de confiance. Vous avez sûrement entendu parler de ça, la Trustworthy AI en Europe, où de nombreuses plateformes logicielles sont développées pour justement embarquer sur le robot des solutions techniques qui permettent à l'opérateur d'utiliser la machine en toute confiance. Aujourd'hui, ça s'est fait beaucoup via la sécurité. On gère des questions de sécurité, de traçabilité pour ces enjeux d'IA de confiance. Il manque énormément ce qui vient d'être décrit là à l'instant, qui est fait dans les laboratoires. Il manque la question de vraie collaboration. Qu'est-ce que ça implique auprès de l'opérateur, d'un point de vue de sa dignité, de sa représentation de son travail, de la valorisation de son travail, qu'est-ce qu'il va faire ou autre. Et donc tous ces enjeux-là sont des enjeux qui sont certes technologiques, parce qu'il faut embarquer du software sur des robots de plus en plus complexes et de plus en plus miniaturisés, qui vont aller de plus en plus vite dans l'effection de leurs tâches. Mais il faut aussi en effet comprendre comment les deux opérateurs, machine et humain, vont pouvoir créer de la valeur supplémentaire, et tout en respect de l'humain. Et ça, c'est une approche multidisciplinaire qu'il faut avoir. Il faut se poser la question, même au niveau du déploiement dans les industries, et pas uniquement au niveau du labo. Donc c'est super que ça se passe au niveau du labo. Il faut que le labo vraiment pousse à ce que ce soit pris en compte au niveau des industries. Selon vous, quel est l'axe prioritaire sur lequel il faut se concentrer aujourd'hui, Renaud? Alors, il y a des enjeux de productivité. Il faut que le système aille plus vite. Aujourd'hui, les cobots permettent d'avoir des charges un peu plus élevées, parce qu'avant, ils étaient assez légers. L'Universal Robot ou le Lightweight de KUKA ne permettaient pas d'avoir des payloads, enfin des charges énormes. Donc, il faut travailler sur la capacité de charge. Il faut travailler sur la vitesse d'exécution, comme ça a été dit et constaté chez Renault. L'enjeu de la sécurité de la technologie embarquée, que ce soit des caméras, des capteurs, pour permettre de collaborer avec l'humain, ça, c'est en train d'être relativement mature. Maintenant, l'enjeu, il va être sur s'assurer que l'opérateur est bien intégré dans la boucle, a envie de collaborer, ça, c'est l'interface, et définir le process de production et à la limite faire évoluer certains process de production. Et l'autre enjeu, qui est un enjeu important, c'est s'assurer que tout ça, ça se fasse à moindre coût, c'est-à-dire que toutes les données qui sont du robot, qui sont récupérées par le robot, ne soient pas traitées dans un cloud, mais directement sur la machine. C'est ce qu'on appelle le edge computing. Et ça, c'est des vrais enjeux de développement actuellement. Donc, que la machine soit de plus en plus autonome, de plus en plus sécure, de plus en plus rapide, mais pour autant, tienne bien compte de son interaction avec l'opérateur humain et que tout ça soit bien intégré dans la chaîne de production. Renaud, encore un mot. Vous parliez de déplacement de masse que vous qualifiez de relativement légère. Bon, je crois que les robots Universal Robot ont tourné entre 5 et 10 kilos. Aujourd'hui, les nouveaux cobots, ils vont être capables de déplacer quel type de masse, quel type de pièces? Alors, ça, c'est justement à l'étude. On ne va pas arriver à voir, comme les faisaient les gros KUKA ou les gros Fanuc qui levaient des voitures entières. Mais bon, rien que pour déplacer un moteur,
on n'est pas prêt d'arriver à déplacer un moteur. Je pense que le monsieur de chez Renault, monsieur Aubry, pourra le dire beaucoup plus clairement. Mais dans tous les process, quoi qu'il en soit, en effet, les 5-10 kilos, c'est vraiment une grosse limitation. Donc, à partir du moment où on arrivera à une échelle de 20 kilos, ce sera déjà pas mal. Et ça, c'est à coupler avec la rapidité d'exécution, bien évidemment. Si le système met 3 heures à déplacer la pièce, ça ne va pas être intéressant. Donc, il y a vraiment des enjeux mécatroniques importants, et tout ça, bien évidemment, tout en toute sécurité pour l'opérateur. Gabriel Audry, l'augmentation de vitesse. Alors, moi, j'ai une réaction de néophyte. Je me dis, si la vitesse augmente, le danger croît de manière quasi exponentielle, quoi. Ouais, enfin, c'est des histoires d'inertie et de temps de réaction. Donc on voit qu'il y a des travaux pour résoudre ça. Mais je réagirais parce que là, on a l'impression que le robot collaboratif est en concurrence avec le robot industriel, et c'est pas le cas. Le robot collaboratif, son vrai concurrent, c'est pas bien de le dire comme ça, c'est l'humain. Et du coup, quand on parle de payload ou de charge, un humain, ça soulève pas un moteur. Donc, je dirais, si ça soulève 20 kg, déjà c'est trop. Enfin, en ergonomie, on ne confie pas à quelqu'un qui fait une tâche répétitive. Surtout si on le fait 50 fois par jour. Voilà, exactement. Et quand on parlait tout à l'heure de l'application, de pourquoi la dépallettisation est si emblématique du robot collaboratif, parce que c'est exactement là que le robot collaboratif, il exprime, je dirais, le use case où il est le plus performant par rapport à l'humain. Il prend des charges qui sont à la limite de l'acceptable quand on prend, là je voyais des packs d'eau, à un rythme aussi lent qu'un humain, mais c'est plus une utilisation d'ergonomie que de productivité. Donc je pense que, en réaction à ce qu'il vient de dire, moi je pense que le robot collaboratif idéal vu d'un industriel, c'est quelque chose qui peut aller à peu près à la vitesse d'un humain, et qui porte les charges d'un humain, et qui soit avec l'interaction d'un humain. Et c'est là que l'université peut travailler, parce que ce qu'on aimerait bien, c'est que la programmation d'un robot collaboratif soit du cognitif, où on puisse dialoguer avec lui, et que son collaborateur puisse dialoguer avec lui. Alors, Alexandre, une réaction, et puis tout de suite après, Sinan qui nous donnera un petit peu son point de vue sur cette question. Alexandre. C'est bien, on est toujours d'accord. C'est vrai que quand je fais des accompagnements, généralement, on s'approche, on ne cherche pas à aller plus vite, on cherche de faire pareil. On prend les temps de référence du processus actuel et on se dit, on va faire aussi bien, et ça va. C'est juste pour éviter à l'opérateur de rester 8 heures par jour en train de faire la même chose et d'avoir des problèmes aux mains, des problèmes au dos. Donc voilà, c'est là où vraiment il a sa place. Et peut-être que le futur, c'est garder cet aspect polyvalence autant que l'humain. Et c'est là où c'est tout l'environnement système autour du robot qui va faire ses preuves, l'IA, la vision, les capteurs. C'est là où il y aura vraiment une plus-value pour mettre un robot collaboratif plutôt qu'un robot industriel. Sinan. Effectivement, merci Gabriel, parce que surtout la question d'interaction, c'est notre pain et le beurre actuellement dans l'équipe de recherche. C'est un problème très compliqué, mais l'idéal vers lequel on tend, c'est 2 humains qui travaillent ensemble. Donc en général, quand vous mettez 2 opérateurs sur le même poste, vous n'avez pas besoin d'expliquer grand-chose. Ils vont trouver leur façon de collaborer, leur rythme, etc. Donc on aimerait bien que la même chose arrive avec un robot et un opérateur. Mais pour pouvoir faire ça, les étapes sont assez nombreuses. Par exemple, ça passe par l'interprétation des signaux non verbaux, pouvoir prédire ce que l'autre il veut faire, pouvoir se mettre à la place. Si j'étais un humain, comment je ferais, comment je peux assister dans son geste. Donc dans l'académie, ça touche à plusieurs questions à la fois, qui va jusqu'aux sciences humaines, psychologie, signaux cognitifs, modèle neurocognitif. Et on espère qu'on va pouvoir vous proposer des solutions dans une horizon proche. L'acceptabilité d'une machine, c'est... alors effectivement, quand on est juste un utilisateur et qu'on a un petit peu l'impression qu'on vous l'a imposé d'un seul coup, on vous la fixe à l'établi, et puis grosso modo, il va falloir s'adapter avec. Mais il y a quand même une question qui se pose. On a parlé bien évidemment de programmation et d'interface tout à l'heure. Et une des idées qui était vraiment novatrice avec la robotique collaborative, c'était de dire que l'opérateur allait se débrouiller avec. Alors c'est bien gentil, ça. On met des tablettes tactiles, mais peut-être que ça ne suffit pas.
Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, par exemple? Est-ce que dans le domaine de la formation ou de l'information ou de la sensibilisation, je ne sais pas, on a déjà des choses qui permettent de faire monter les opérateurs en compétences, leur donner la main sur cet outil, c'est-à-dire qu'ils en aient la maîtrise, que ce soit eux qui décident? Alexandre? Oui, maintenant, beaucoup de fournisseurs proposent des formations à l'utilisation. Ça, c'est obligatoire pour monter en compétences. Il y a aussi la réalité augmentée, réalité virtuelle. On en parlait un peu tout à l'heure. Et j'ai pas eu l'occasion de réagir tout à l'heure, mais il y a des logiciels comme Sirob, qui a été développé avec Light and Shadow, XR Twin, où on va projeter l'opérateur dans l'environnement numérique avec la cellule réelle. Ça permet déjà d'avoir une première confrontation avec le nouvel outil, le prendre, voilà, savoir à quoi il va ressembler, comment il va se comporter. On dit, bah oui, ça bouge comme ça, ah oui, je voyais pas ça si gros, ce genre de choses. Et l'aspect formation, elle est bien incluse maintenant dans l'offre des fournisseurs. Ça prend, enfin, je veux dire, aujourd'hui, toute personne peut acquérir cette compétence, ou est-ce qu'il faut avoir vraiment des prédispositions déjà techniques bien avérées, bien engagées? Est-ce qu'on peut peut-être passer par étapes, maîtriser des choses peut-être très simples au départ? Je ne sais pas, est-ce que peut-être l'AGV est plus simple que le bras robot? Peut-être, je suis vraiment un néophyte en la matière, donc je suis peut-être en train de faire des projections qui sont un peu abracadabrantesques, mais essayez de nous éclairer un petit peu là-dessus. Moi, je voudrais me rendre compte de savoir, un opérateur qui n'y connaît rien, combien il lui faut de temps pour s'y mettre? Est-ce que ça se compte en heures? Est-ce que ça se compte en jours? Est-ce que ça se compte en semaines? Est-ce qu'il faut imaginer plusieurs étapes qui soient séparées par des moments de prise en main? Est-ce qu'on commence à avoir déjà une bonne idée de ce genre de choses? Malheureusement, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que c'est du cas par cas. En tant qu'utilisateur de robots collaboratifs, je me suis souvent confronté à la simplicité de l'interface, qui est certes rassurante pour un premier utilisateur et il va pouvoir retrouver des similitudes avec potentiellement son background scolaire, puisque maintenant on a des programmations par Scratch. Scratch, c'est un langage de programmation par bloc, et maintenant les robots vont être programmables par Scratch. Donc on a une sorte de continuité entre l'école et le monde de l'industrie. Alors excusez-moi, Scratch, moi je connais pas. C'est quoi? C'est un langage? Il faut apprendre un langage? Ou est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est des éléments graphiques? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. En fait, c'est des blocs à déplacer qui sont en texte plein. Au lieu de faire loop for x, voilà, mettre du langage classique, ça veut dire je veux faire une boucle de tant de fois. Et pendant cette boucle, je fais 2 points. Et après, on met je veux prendre la pièce, je veux aller là-bas. Donc c'est beaucoup plus compréhensible pour quelqu'un qui ne connaît pas le code. Sinan Alio, sur cette idée de la montée en compétence des gens qui peuvent être confrontés demain au robot collaboratif. Parce qu'une des idées aussi du robot collaboratif, c'était que des fois on travaillait dans un coin, il y en avait un, des fois on faisait autre chose, il n'y en avait pas. Et puis c'était une machine qui était tellement simple, quoi. Je veux dire, on la prenait presque comme une perceuse ou une visseuse, quoi. Donc en fait, c'est pas si simple que ça. Apparemment, pour s'y mettre, il faut du temps. Est-ce qu'on commence à avoir une idée, enfin, je sais pas, des schémas, des réflexes, des processus pour aider à cette prise en main? Et nous, on est souvent sollicité autour de la question de la formation. Donc, le problématique est réel, les gens en sont conscients. À la fois sur la formation des techniciens, par exemple sur une tâche d'assemblage, n'importe comment, où ils vont pouvoir travailler sans cobot, mais on utilise un cobot pour simuler la tâche d'assemblage, par exemple, pour amener des pièces. Et derrière, il y a des analyses de transfert, d'acceptation de technologies qui sont associées sur le processus qu'on expérimente. Donc encore une fois, c'est une question qui est partie des hot topics qu'on creuse. Gabriel Audry, sur cette question, vos opérateurs, ils ont mis, enfin, je veux dire, pour des applications classiques de ce que vous avez déployé, vos opérateurs, ils mettent combien de temps à s'y mettre? C'est compliqué. Est-ce que c'est tous les opérateurs ou est-ce que vous êtes obligé de faire une sélection à la base de gens, de jeunes, je ne sais pas? Aujourd'hui, ce n'est pas les opérateurs qui programment ou qui mettent en place l'application. Ce n'est pas encore le cas. L'objectif intermédiaire, je dirais, c'est qu'on ait un tel niveau de simplicité
que des gens non spécialistes, quasiment pas formés, avec très peu de formation dans une ingénierie locale, peuvent elles-mêmes mettre en place des applications, les changer de place, les mettre à jour. C'est ce qu'on attend. Et on attend une descente de compétences pour qu'on n'ait pas à maintenir la compétence. Parce que si, j'en sais rien, on forme la personne en programmation et puis qu'elle ne programme pas pendant 3 mois et qu'elle revient sur le robot et elle dit en fait je ne sais pas faire, il me faut à nouveau une formation, c'est un échec. Il faut que l'interface soit tellement intuitive, mais ça reste encore du domaine de l'ingénierie. Ce n'est pas l'utilisateur qui prend en main son robot collaboratif. Alexandre, on ne peut pas avoir quelque chose comme des sortes des apps où on aurait dans l'usine, par exemple, une apps palettisation, une apps dépalettisation, une apps, je sais pas quoi, positionnement d'une pièce sur un établi ou manipulation d'une caméra pour aller surveiller un objet. On ne peut pas avoir des choses aussi simples que ça où l'opérateur il irait chercher une application, hop, il la déploie comme on ferait sur un smartphone pour avoir un outil de guidage quand on prend la route. Si, il y a des choses comme ça qui existent, hein. On parlait d'Universal Robot, mais ils ont toute une interface, en fait, on appelle ça des URCaps, où avec une solution hardware, je prends par exemple une pince, on va avoir un logiciel associé qui va permettre d'ouvrir la pince, de faire des fonctions basiques. Maintenant, là, vous parlez de apps, on fait ça, on fait ça. Sur le point de vue de la mobilité des robots, on a beau dire qu'ils sont polyvalents, là où ça va coincer, c'est au niveau de la sécurité et au niveau de l'analyse des risques. C'est pas si simple de passer d'un poste à l'autre. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération et la palettisation, c'est pas la même chose que si on va faire de l'usinage. C'est pas les mêmes pièces, c'est pas forcément les mêmes cadences, il n'y a pas les mêmes polluants. Donc même si ce genre d'apps pourrait exister, ça serait pas d'un claquement de doigts qu'on pourrait changer d'îlot de production. Maintenant, pour continuer sur le sujet de la programmation qui est très intéressante, même si l'interface elle est simple, moi j'ai tendance à dire que c'est un peu trompeur parce que quand on veut vraiment rentrer dans le détail, on est obligé de connaître du code et surtout de la logique de programmation. Le langage, c'est secondaire. Il faut juste comprendre comment ça marche une boucle, comment ça marche une séquence, comment ça marche les entrées et les sorties d'une baie robotique. Et tout ça, même si on a une interface avec des couleurs jolies, ça remplacera jamais cette connaissance. C'est là où les opérateurs, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué de se faire ce transfert. Sur des apps ou sur des URCaps, c'est simple. Maintenant, sur la logique de programmation, c'est sur le temps long. D'accord. Il y a une grande séparation de ce côté-là. Renaud, sur ces questions on a parlé de l'accessibilité, mais là, je parle vraiment de l'usage, l'utilisation du robot et sa mise en œuvre. Comment est-ce qu'on peut améliorer les processus pour rendre ça accessible à un plus grand nombre de gens, ou du moins avoir des schémas qui permettent de faire monter les gens suffisamment en compétences pour qu'ils puissent prendre en charge ce genre de choses demain? La question des compétences est clé. Pour moi, le cobo, la relation entre l'opérateur humain et le cobo ne doit pas du tout être la même que la relation entre deux opérateurs humains. Parce que les deux systèmes ne font pas la même chose. On ne demande pas au cobo de faire la même chose que l'humain, et on ne demande pas à l'humain de faire la même chose que le cobo, sinon on tombe dans l'enjeu de la crainte du remplacement de l'humain par la machine. Donc au contraire, dans l'interaction entre les deux, il faut s'assurer que les compétences de l'humain sont valorisées en fonction de la valeur ajoutée qu'on lui identifie par rapport à la machine. Et ces compétences, c'est des compétences qu'aujourd'hui la machine ne peut pas avoir. Donc c'est des compétences d'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, et de savoir comment user de la machine pour une tâche donnée, tout en respect de sa propre dignité et de son propre travail. Donc l'enjeu des sciences humaines, l'enjeu des formations des opérateurs sur le travail en équipe, le leadership ou autres, qui ne sont pas des enjeux techniques, doivent clairement être pris en compte. La machine s'occupera de l'automatisation des process, si elle est bien programmée, si elle peut être programmée à la volée parfaitement, mais l'humain là-dedans, il faut vraiment bien redéfinir sa position et quelle est sa valeur ajoutée, et donc faire des programmes de formation, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs, que ce soit dans les écoles de management, et aussi dans la workforce, enfin dans l'entreprise, pour que justement les personnes continuent à trouver du sens
dans leur travail et aient envie de collaborer. Et ça, ça passe par la valorisation de compétences tout à fait humaines, qui sont des compétences sociales que la machine ne remplacera pas. Donc, il faut bien faire attention dans le déploiement du Kobo, de s'assurer que l'humain ne se sente pas mis en compétition avec la machine, mais vienne la complémenter. Et ça, c'est relativement primordial. Sinan Alio, on a l'impression là, quelque part, que le Kobo n'a pas encore trouvé ce qu'on appelle dans l'informatique la killer application. Moi, étant un journaliste ayant un petit peu de bouteille, je me rappelle de l'époque où on a vu arriver le premier tableur qui était VisiCalc, qui on se disait bon, c'est marrant, ça va permettre de faire un petit peu des calculs, mais ça va pas remplacer la calculatrice. Et puis c'est tombé un jour à Wall Street. Et là, les Golden Boys, ils ont très très vite compris comment ils allaient gagner beaucoup d'argent avec cet objet qui est devenu le tableur. Et c'est devenu une application absolument, tout le monde en utilise, on fait plein de choses avec, on fait des simulations, on fait des graphiques. Bon, donc ça y est, à Wall Street, le tableur avait trouvé sa killer application, ça a fait gagner des monceaux d'argent. Le Kobo, est-ce qu'on peut imaginer ce que sera sa killer application aujourd'hui, ou est-ce que c'est encore trop tôt, qu'il cherche encore un petit peu sa voie? Est-ce que c'est un jeune adolescent qui n'a pas encore trouvé tout à fait la voie dans laquelle il va s'engager? Je pense que l'application existe. On en a entendu parler effectivement du poste de travail en industrie d'assemblage, enfin dans mécanique classique. On a entendu parler la médecine, assistance aux chirurgiens, au micro-assemblage. Je pense que le killer application existe. Il manque juste encore un tout petit peu de maturité à la machine. Mais effectivement, on ne va pas atteindre cette maturité sans que les Kobo soient déployés. Donc du coup, je profite pour remercier nos industriels, surtout Renault, qui a été un early adopter de cette technologie, et qui permet effectivement de travailler dessus, parce que tant qu'il n'y a pas des utilisateurs qui se posent la question de comment on va l'exploiter, c'est difficile de continuer à travailler dessus, effectivement. Alexandre? Nous, ce qu'on voit en tout cas, c'est que les applications qui sont assez rapides à mettre en place et que maintenant, voilà, on connaît pas mal, c'est chargement, déchargement de tours à commande numérique. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Et on cherche encore les limites. En tout cas, moi, de côté faisabilité, j'ai fait des essais d'usinage avec un Kobo sur du titane. Ça marche pas. Je préfère être clair. En fait, on demande au robot ce qui est conçu pour ne pas faire, c'est-à-dire appliquer des efforts. Le Kobo, il a des fonctions de sécurité, de limitation d'efforts, et là, on a besoin d'appuyer sur la pièce. Forcément, il rentre en arrêt, où il n'est pas suffisamment précis pour faire ce qu'on lui demande. Donc, on cherche encore, on continue les travaux pour être sûr de bien avoir fait le tour et de savoir où est-ce qu'il est fort et où est-ce qu'il est faible. Alors, Gabriel, l'application qui vous ferait craquer autour de la cobotique, ça serait quoi? Il y en a plusieurs. Et effectivement, il n'est pas là pour remplacer l'humain, mais il est là pour compléter l'humain. Et partout où l'humain, entre guillemets, a des faiblesses. J'en parlais tout à l'heure, l'ergonomie. Donc ça serait un collaborateur qui vient naturellement faire compléter un geste ergonomique. Donc on avait travaillé à l'époque avec l'Europe, on avait fait un projet qui s'appelait Colrobot. On avait développé un robot collaboratif sur un petit chariot qui rentrait dans un camion et qui venait visser, quand on met une cloison dans un véhicule utilitaire, on doit visser toutes les vis sur le pourtour. Il y a des vis très accessibles et tout à fait dans la fenêtre ergonomique de l'opérateur, et il y a des vis qui ne sont pas du tout accessibles et dans la fenêtre ergonomique de l'opérateur. L'opérateur mettait simplement des vis à côté du robot, le robot rentrait et allait visser toutes les vis qui pour l'opérateur est inconfortable. Donc pour moi, elle n'est pas rentable là aujourd'hui avec le coût des robots, elle n'est pas encore safe parce que les capteurs de sécurité ne sont pas certifiés qui avaient servi à faire l'application, mais ça serait typiquement un compagnon à côté de l'opérateur, et l'opérateur lui confie des tâches pas ergonomiques. Avec des doigts, il lui fait faire le sale boulot. Exactement. Ouais, ça serait effectivement l'idée. Il y a ça, et puis il y a l'aspect qualité. Aujourd'hui, on fait des contrôles qualité où on a des caméras qui viennent régulièrement, qui prennent des photos, qui contrôlent la conformité des productions. Mais ça n'a pas la capacité d'un opérateur. Parce qu'un opérateur, si la pièce n'est pas exactement à sa place, il se déplace, il change d'angle. Il va voir exactement où se trouve, si le défaut est présent ou pas.
on peut s'imaginer un robot piloté par intelligence artificielle qui soit capable, comme un opérateur, d'aller chercher les défauts et quand il ne le trouve pas, de changer ses trajectoires tout seul. Et voilà. Moi, je vais vous proposer qu'on se retrouve l'année prochaine et qu'on parle précisément de cette application qui ne manquera pas entre-temps d'avoir été développée. Renaud, vous êtes toujours avec nous. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin parce que vous étiez à distance. Vous n'avez peut-être pas pu totalement vous exprimer comme vous, avec la liberté que vous auriez voulu. Un mot de conclusion, Renaud. Non, déjà, merci. La table ronde était très démocratique, donc je ne me sens pas du tout lésé. Par rapport à la killer app, en fait, pour conclure, je pense que d'un point de vue, à mon sens, d'un point de vue producteur Cobos, ils ne cherchent pas la killer app. Je pense que le Graal pour eux, c'est la plateforme, c'est la versatilité de la plateforme. C'est-à-dire comment, avec leur plateforme, ils peuvent aller se déployer dans différentes applications, dans le médical, dans l'industriel, dans la découpe, etc. Et comment, à moindre coût, ils peuvent déployer avec la bonne suite de logiciels qui prend en compte la qualité, la sécurité, l'intégration dans le processus de production, comment ils peuvent s'assurer que leur bras robotique est déployé dans ces industries. Donc je ne parlerai pas de killer app, mais je parlerai de Graal qui est vraiment la plateforme dans sa versatilité. Et ça reprend tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire c'est les enjeux de collaboration, c'est les enjeux d'ergonomie, c'est les enjeux de coût, etc., etc. Donc je pense que la plateforme, l'enjeu de la plateforme est quelque chose de clé. Merci Renaud, merci de nous avoir rejoints à distance en dépit de vos obligations. Merci à vous tous d'avoir été avec moi autour de ce plateau. J'espère que les questions que nous avons abordées, les réponses que nous avons essayé d'apporter vous auront été utiles aux uns et aux autres. Et surtout, merci à vous tous qui avez ici dans cette salle suivi avec nous ce débat. Et je vous donne rendez-vous à d'autres occasions et pour d'autres sujets qui ne vont pas manquer d'être abordés dans les minutes et dans les heures qui viennent. Bon salon à tous, bonne journée, au revoir.